Tout d'abord, bien entendu, je tiens à remercier une nouvelle fois les organisateurs, Monsieur le Sénateur et Marie-Françoise en particulier, de m'avoir proposé de prendre la parole aujourd'hui une nouvelle fois. Je dis une nouvelle fois puisque ça fait à plusieurs reprises maintenant que CPM a la chance d'intervenir dans ces colloques qui sont organisés. Je suis vraiment très content. Ensemble contre la peine de mort, donc, et comme Marie-Françoise l'a dit, une ONG qui lutte pour l'abolition universelle de la peine de mort partout dans le monde. Nous avons été créés en 2000. Nous avons créé la Coalition mondiale contre la peine de mort en 2002, qui est la plateforme des acteurs mondiaux qui travaillent sur cette question de la peine de mort, qui regroupe aujourd'hui 150 membres des 5 continents, des ONG, des syndicats, des barreaux des avocats, des collectivités territoriales qui se battent au quotidien pour réussir à supprimer de l'arsenal judiciaire de tous les pays du monde cette peine que nous considérons être un traitement cruel, inhumain et dégradant. Nous organisons tous les 3 ans le Congrès mondial contre la peine de mort, qui est le plus grand rassemblement du monde sur la question de la peine de mort. Le premier a lieu à Strasbourg en 2001 et le prochain, le 7e, aura lieu à Bruxelles très prochainement, puisque nous l'organiserons du 26 février au 1er mars 2019 au Parlement européen. Vous êtes bien sûr tous conviés à ce congrès, qui est un congrès entièrement gratuit, qui regroupe environ 1500 personnes, là encore des 5 continents, qui a la particularité de réunir à la fois des ONG, à la fois des journalistes, à la fois des avocats, à la fois des acteurs politiques, des chefs d'État, de les réunir tous ensemble pendant 3 jours pour discuter des stratégies à mettre en place sur la question de la peine de mort. C'est un événement aussi où nous donnons la possibilité aux États de prendre des engagements, de venir prendre la parole lors des cérémonies officielles afin de prendre des engagements pour l'abolition de la peine de mort. Je le disais, je suis particulièrement heureux de prendre la parole ici aujourd'hui dans cette maison, au Sénat, puisque, vous le savez tous, le Sénat et les sénateurs, et ceux dans le monde entier, ont un rôle extrêmement important à jouer sur cette question de la peine de mort. Pour nous, au CPM, ça a vraiment une valeur particulière d'intervenir au Sénat en France, puisque notre président d'honneur, Robert Badinter, qui est donc l'initiateur de la loi qui a permis à la France d'abolir la peine de mort, le répète souvent, et on a tendance à l'oublier finalement. L'enjeu principal au moment des débats sur la question de l'abolition de la peine de mort en 1981, eh bien, en fait, l'enjeu principal était le vote du Sénat. Et Robert Badinter dit souvent que jusqu'à ce que le Sénat ait accepté de voter en faveur de l'abolition, il avait toujours une crainte que la loi ne passerait pas. Pour revenir en arrière, quelques petites dates clés pour l'anecdote. Le 10 mai 80, le président Mitterrand est donc élu. On le sait tous, c'était affiché dans son programme. Il avait pour désir d'abolir la peine de mort, je le rappelle, contre l'avis de la majorité de l'opinion publique française, puisque les sondages montraient qu'à l'époque, une grande majorité de l'opinion publique française était en faveur de l'application de la peine de mort, ce qui est un argument supplémentaire pour rappeler que l'abolition de la peine de mort est avant tout un engagement politique, une décision politique. C'est très important de le rappeler, puisque lors de notre... régulièrement sur le terrain, lorsque nous rencontrons les autorités, on nous ressort toujours cet argument de l'opinion publique. On nous rappelle, oui, mais je ne peux pas... le chef d'État dit, oui, mais je ne peux pas encore abolir la peine de mort, puisque mon opinion publique n'est pas encore prête. C'est toujours cet argument de pas encore prêt. Comme si les chefs d'État, sur tous les sujets, attendaient que l'opinion publique soit prête. Surtout dans les États un peu autoritaires, où certains chefs d'État restent au pouvoir de très nombreuses années contre l'avis de leur opinion. Mais là, pour la question de la peine de mort, par contre, il faut attendre que l'opinion publique soit prête. Je ferme la parenthèse, je reviens en 1981. Le président Mitterrand est élu en mai. Dès le 29 août, une proposition de loi est arrivée sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le 18 septembre, la proposition de loi est adoptée, et ce très largement par l'Assemblée nationale, puisque j'ai re-regardé les résultats. 363 voix à l'époque avaient voté en faveur de l'abolition et 117 s'y étaient opposés. Donc
un vote assez clair, des débats houleux, mais qui étaient attendus. Et le 28 septembre, le débat est porté au Sénat. Et là, la situation n'était absolument pas la même. Les débats furent très vifs. Plusieurs députés étaient contre le projet. Plusieurs députés ont déposé des amendements. Sénateurs, pardon, puisque je parle du Sénat, effectivement. Plusieurs sénateurs ont déposé des amendements. Edgar Faure, notamment, avait déposé un amendement visant à maintenir la peine de mort dans certains cas, donc à la supprimer, sauf pour quelques cas, comme si on pouvait être pour la peine de mort uniquement dans certains cas. Et les débats furent vraiment très vifs, ils ont duré 3 jours, pour finalement, et heureusement, aboutir le 30 septembre à un rejet de l'amendement d'Edgar Faure et à une adoption du projet de loi dans les mêmes termes que celui de l'Assemblée nationale. Le 9 octobre, la loi est promulguée. Le 10 octobre, elle est publiée au journal officiel et l'abolition de la peine de mort arrive en 1981. Donc tout ça pour redire à quel point l'enjeu était important au niveau du Sénat. Et on le constate quotidiennement dans notre combat dans le monde entier. En fait, dans de nombreux pays du monde, il y a toujours un enjeu extrêmement important au Sénat. Là, j'en viens à l'actualité. La Malaisie, les autorités malaisiennes récemment ont changé de gouvernement. Malaisie, un des États qui pratiquait assez massivement la peine de mort dans des conditions un peu difficiles, secrètes, aucun moyen de savoir combien de condamnés à mort étaient exécutés chaque année, l'accès aux prisons a été refusé aux ONG, etc. Changement de gouvernement pour la première fois depuis l'indépendance, et le gouvernement, quelques mois après sa prise en fonction, un peu à la surprise générale, hein, y compris celle des ONG, a annoncé publiquement son désir d'abolir totalement la peine de mort en Malaisie. Donc c'était une très très bonne nouvelle, qui n'est pour l'instant qu'une déclaration. Il n'a absolument pas suivi de fait pour l'instant. Et je sais de l'avis de tous les spécialistes en Malaisie que l'enjeu sera le même. En fait, il y a de fortes chances que la proposition de loi, lorsqu'elle sera déposée à l'Assemblée nationale, passe le cap de l'Assemblée nationale, mais ça risque d'être beaucoup plus compliqué au Sénat. Nous avons donc au sein de l'ECPM nous menons un immense travail dans les pays dans lesquels nous intervenons, auprès des députés, mais aussi auprès des sénateurs, pour essayer de faire un plaidoyer auprès d'eux pour avancer sur la question de la peine de mort. Je serai donc très heureux d'en discuter plus en détail tout à l'heure, pour voir comment on pourrait aussi s'appuyer sur les sénateurs français pour nous aider à avancer sur cette question notamment. Oui. Peut-être juste du tac au tac, mais c'est vrai que dans le cadre des groupes d'amitié internationaux que nous avons, moi je suis vice-président du groupe France-Mongolie, j'ai rencontré très souvent les responsables de Mongolie, et en présence d'ailleurs de l'ambassadeur François Croquette, qui nous a quittés tout à l'heure aux droits de l'homme, nous avons obtenu l'engagement qu'au-delà du moratoire, ils allaient vers l'abolition totale. Et ça s'est fait vraiment dans cette maison, ici, dans une réunion du groupe d'amitié où j'avais convié notre ambassadeur aux droits de l'homme. On a fait des concessions sur d'autres choses, hein, je ne le cache pas. C'est-à-dire que je ne les ai pas agressés sur la situation des représentants syndicaux, des responsables environnementaux. On s'était donné comme objectif d'avoir cet engagement. Et c'est comme ça que ça se gagne, c'est morceau par morceau. Et juste pour dire, parce que j'ai trouvé que c'est très emblématique du rôle de la représentation nationale. Bien sûr, l'opinion publique, surtout quand elles ne sont pas concernées, quand elle-même n'est pas susceptible de subir la peine capitale ou de ne pas être concernée, peut se dire c'est un sujet secondaire, donc je ne m'y intéresse pas. C'est le rôle, pas toujours effectif, mais en tous les cas théorique, et ça il faut poser les parlementaires, à justement représenter l'intérêt général et la question dans son ensemble. Ce n'est pas parce que c'est un sujet de minorité qu'elle est confinée à une minorité démocratique et donc à une non-décision en faveur des droits de l'homme. Et ça, j'ai trouvé que votre explication était très bien, parce que le Parlement peut prendre, parfois, les parlementaires sont amenés à prendre des décisions qui ne sont pas les décisions de la majorité, mais qui font partie justement de la logique démocratique, parce que pas toujours, mais quand même à certains moments, c'est l'intérêt général, c'est la logique du droit et de la vie du droit qui prime. Absolument, merci beaucoup de ce complément. Et nous travaillons donc beaucoup avec les parlementaires dans le monde entier. Nous créons des réseaux de parlementaires contre la peine de mort au sein des parlements nationaux.
Nous avons notamment créé au Maroc le premier en 2013, qui était le premier réseau de parlementaires contre la peine de mort dans un pays qui avait encore la peine de mort, qui a regroupé jusqu'à 250 députés et sénateurs, donc ça regroupait des membres des deux chambres, membres de tous les partis politiques du pays, et qui a permis de mettre le débat de la peine de mort au cœur des sessions parlementaires. Nous en avons créé dans de très nombreux autres pays, le Liban, la Tunisie, la RDC, la RCA, etc. C'est vraiment une stratégie et qui est efficace, qui porte ses fruits et qui permet de ne pas oublier ce débat. Et c'est vrai d'essayer de contrer cet argument qu'on a tendance à exprimer souvent en disant c'est pas une priorité, mais bon, la peine de mort et les droits de l'homme, c'est finalement jamais une priorité, ou rarement une priorité. C'est assez facile de dire ça. Donc nous, on essaie de s'appuyer sur les parlementaires locaux pour montrer que si, c'est une priorité. On avait d'ailleurs également créé un réseau ici au Parlement français lors de la précédente législature. Donc là, il y a eu un renouvellement important. Donc on va essayer de renouveler ce réseau. On pourra également peut-être en reparler. Donc je reviens en 1980, donc la France abolit la peine de mort, et à cette époque, c'est important de le préciser, on était le 36e pays à le faire dans le monde, ce qui fait qu'à cette époque, il y avait 2/3 des pays du monde, qui pratiquaient la peine de mort, qui avaient régulièrement recours à des exécutions. Donc une immense majorité du monde, en 1980, pratiquait la peine de mort. En 2018, eh bien c'est exactement l'inverse. 2/3 des pays du monde ne pratiquent plus la peine de mort. Ce qui explique que les progrès sont absolument considérables. On est passé, voilà, 2/3 la pratique, 2/3 ne la pratiquent plus. Badinter le répète souvent, à cette époque, il n'aurait jamais imaginé qu'on avance aussi vite sur la question. C'est finalement l'un des sujets des droits de l'homme qui a connu le plus de progrès au cours des 30 dernières années. Aujourd'hui, 2/3 des pays du monde ne pratiquent plus la peine de mort. En 2018, nous avons aujourd'hui 106 pays qui ont aboli la peine de mort pour tous les crimes. Vous le savez, l'Union européenne est entièrement abolitionniste. C'est d'ailleurs une valeur de l'Union européenne. On ne peut pas rentrer dans l'Union européenne si on n'a pas aboli la peine de mort. Sur le continent européen, il n'y en a plus qu'un qui pratique la peine de mort, c'est la Biélorussie. C'est le dernier, dans des conditions extrêmement difficiles et désastreuses, dans le secret, pareil, aucune transparence. Donc c'est également un pays sur lequel on travaille, c'est également un pays où on a réussi à mobiliser des députés sur cette question de la peine de mort. J'y étais il n'y a pas longtemps pour les rencontrer et qui essayent d'avancer. Il y a encore 31 pays dans le monde qui sont en moratoire. Moratoire, ça veut dire qu'ils n'exécutent plus depuis plus de 10 ans. Ils sont en moratoire de fait. Ils continuent d'avoir la peine de mort dans le code. Ils continuent de condamner à mort régulièrement. Mais il n'y a plus d'exécution depuis plus de 10 ans. Ça, c'est essentiellement des pays d'Afrique, Afrique francophone notamment, donc c'est essentiellement des pays aussi sur lesquels on s'appuie, puisqu'on se dit que c'est ces pays qui, en premier, peuvent basculer dans le champ de l'abolition. Et enfin, il y a encore 54 pays dans le monde, 54, qui continuent de pratiquer régulièrement des exécutions. Là, j'ai pas la carte ici, mais si vous avez l'occasion d'aller sur Internet, c'est assez frappant. Donc, au niveau géographique, la répartition est très claire. Hein. Très concrètement, l'Asie, le continent asiatique est effectivement le continent qui exécute le plus, et de très très loin. La Chine, numéro 1, forcément, qui elle toute seule exécute plus que tous les autres pays du monde réunis. C'est aussi... ça explique par le nombre d'habitants en Chine, mais pas seulement. Il est très compliqué de donner des chiffres d'exécution en Chine. On l'estime au sein des ONG autour de 20 000 par an. Dans les 5, ensuite, il y a l'Iran. L'Iran qui est le pays du monde qui exécute le plus par habitant. Si on rapporte le taux d'exécution par habitant, c'est l'Iran qui est numéro 1, qui exécute encore des mineurs, qui exécute encore des homosexuels, qui fait encore des exécutions publiques dans les stades de football. Aujourd'hui, des stades de football sont utilisés dans le monde pour tuer des gens. Nous avons d'ailleurs saisi la FIFA à ce sujet pour qu'elle puisse se saisir de ce cas, et pourquoi pas interdire des Coupes du Monde de football les pays qui utilisent des stades pour exécuter des condamnés.
La FIFA nous a reçus, les discussions sont en cours. C'est assez compliqué, bien évidemment. Toujours dans le top 5, bah voilà, on a le Pakistan, on a les États-Unis, qui fait partie du top 5, et on a l'Irak. Voilà un petit peu les pays qui exécutent le plus. Ensuite, on a la Moyen-Orient, Afrique du Nord, où c'est aussi une région particulièrement concernée par la question, l'Égypte notamment, un pays qui condamne énormément à mort. Et après, bah, donc je parlais du continent africain, qui pour nous est le prochain continent abolitionniste, très clairement. Aujourd'hui, tous les progrès, chaque année, se trouvent en Afrique. Nous avons organisé il y a quelques mois à Abidjan le congrès africain contre la peine de mort, qui fut un immense succès, avec un très grand nombre de participants. Et on voit bien qu'au sein de l'Union africaine aujourd'hui, en 2017, au 31 2017, il y avait 20 pays qui ont aboli la peine de mort pour tous les crimes, 23 pays en moratoire et plus que 12 qui sont rétentionnistes, donc qui pratiquent régulièrement des exécutions.